Cette étude va nous permettre d'avoir une meilleure connaissance de l'espèce, mais également une meilleure connaissance du milieu. Et le fait d'avoir une bonne connaissance de l'espèce et du milieu, on va pouvoir davantage appréhender les mesures de gestion, de protection, mais également de communication sur l'espèce et ainsi identifier les points noirs, tout ceci dans un contexte adapté au territoire local. L'implication des pêcheurs sur cette étude est très importante puisqu'ils ont une bonne connaissance de terrain et ainsi on va pouvoir valoriser leurs connaissances, mais on va pouvoir également les sensibiliser et les responsabiliser sur la gestion de l'espèce et du milieu. Il s'agit d'une étude que la Fédération de l'Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique voulait effectuer sur la rivière Aisne. Ceci avait plusieurs buts. D'abord, nous voulions comprendre les comportements spécifiques mais aussi individuels des brochets tout au long de l'année. Nous voulions aussi pouvoir caractériser les habitats préférentiels et savoir s'il y avait des zones qu'ils utilisaient plus que d'autres. Nous voulions également identifier les zones de reproduction potentielles mais aussi utilisées sur la rivière, et également pouvoir évaluer l'efficacité des restaurations qui ont été effectuées sur les frayères à Pinicourt et à Guignicourt ces dernières années. Nous voulions aussi pouvoir connaître leurs réactions face aux crues, en particulier sur l'Aisne sauvage où elles sont encore importantes. Et enfin, nous voulions pouvoir identifier l'impact des obstacles, tels que les barrages qui sont présents à Evernicourt et aussi à Berry-au-Bac, mais aussi s'il y avait d'autres points noirs ou d'autres menaces potentielles à la population de brochets sur la rivière Aisne. Sur les 30 brochets marqués au début de l'étude, 24 ont pu être suivis jusqu'au bout. Ce sont ainsi 2344 points de présence qui ont pu être relevés en 13 mois de suivi, pour 109 sorties avec l'antenne mobile. Une fiche d'identité a été faite pour chaque poisson, comprenant les détails de sa capture, de son temps d'opération, de ses dimensions, et des photos de ses flancs et de sa papille génitale, ainsi que d'éventuelles anomalies. Des écailles ont été prélevées sur 41 individus, à la fois lors du marquage et lors des pêches électriques de suivi de frayères. Elles ont permis de déterminer leurs âges grâce à une étude scalimétrique. Les écailles des poissons grandissent en effet en même temps que celui-ci. Or, la croissance étant ralentie à l'hiver, chaque année, une strie apparaît sur l'écaille, visible au microscope. On appelle cela les annulis. De la même façon que pour les arbres, on peut donc lire l'âge du poisson en fonction du nombre d'annulis. Ceci permet de caractériser la croissance des individus en mettant en relation leur âge et leur taille. On a ensuite utilisé l'équation de von Bertalanffy pour caractériser la croissance de nos poissons. Dans notre cas, l'équation permet d'obtenir un indice de croissance de 287. Cela indique une croissance normale, voire même plutôt rapide pour les brochets de laine. En revanche, notre longueur à l'infini est probablement sous-estimée, car nous n'avons pas de gros poissons dans nos données. On s'est impliqué à 100% pour cette étude, répondu à toutes les aides possibles demandées par la fédération pour faire en sorte que cette étude réussisse. Alors autant par le contact avec les pêcheurs qu'on a rencontrés pendant plusieurs années sur les bords de la rivière et de notre canal pour les informer de l'importance de cette étude et de leur demander de remettre à l'eau tous les poissons équipés d'émetteurs qu'ils vont capturer dans notre rivière. Et les pêcheurs ont répondu présents. Et c'est important de participer quand il y a une étude qui se passe chez vous. J'avais une grande crainte sur un ruisseau qui passe dans un village. Tous les gens qui mettaient leur canne ont remis les brochets qui passaient dans la rivière. Il faut en parler, il faut les investir dans les projets, surtout leur expliquer l'objet de l'étude et puis ce que ça va mener dans le temps. En prenant la somme des distances parcourues chaque mois par les individus, on voit bien que si la plupart des distances enregistrées étaient de petites amplitudes, avec les 3/4 inférieurs à 400 mètres, de plus grandes distances ont été effectuées pendant la période de reproduction ou encore pendant les crues.
En revanche, on peut noter que lors du plus fort des crues, les brochets ont favorisé les mouvements vers l'amont, et donc contre le courant. Ceci est surprenant, mais pourrait être lié à une meilleure direction quand le courant augmente, comme c'est le cas lorsqu'on conduit un bateau, par exemple. Il faut également noter que des mouvements de courte durée, mais de grandes amplitudes, parfois sur plusieurs kilomètres, ont été observés tout au long de l'année. On peut qualifier ces mouvements d'exploratoires. Les brochets ont eu des déplacements très hétérogènes entre eux. Le brochet ayant parcouru le plus de chemin, le numéro 53, a ainsi été enregistré à près de 16 km entre sa position la plus amont et sa position la plus aval, soit presque la totalité du linéaire entre les deux barrages délimitant la zone d'étude. A l'opposé, le brochet numéro 120, une femelle de 47 cm, n'a été enregistré que sur une centaine de mètres d'étendue. Ce qui est intéressant, c'est que si l'on se penche plus particulièrement sur les points enregistrés dans les domaines vitaux de chaque individu, on se rend compte que même des brochets ayant un domaine vital très étendu sont en réalité, la plupart du temps, sur des zones restreintes de leur territoire plutôt que sur sa totalité. En fait, la plupart des points GPS relevés sont regroupés dans des zones précises, avec quelques points isolés qui correspondent à des mouvements d'exploration ou à un passage d'une zone préférentielle à une autre. Cette notion de zone préférentielle, nous l'avons calculée à l'aide du modèle nommé brownien, de manière à pouvoir identifier précisément les limites des habitats utilisés par chaque individu. On constate ainsi que les brochets utilisent en moyenne 3 zones préférentielles, où ils passent plus de 90% de leur temps, ce qui en fait des poissons relativement fidèles. Pour autant, ils ne sont pas extrêmement territoriaux. On se rend en effet compte que certaines zones préférentielles se chevauchent. Cependant, en y regardant de plus près, un autre phénomène ressort clairement. Il existe en fait un remplacement permanent au cours de l'année de certains brochets par d'autres. Ceci met en valeur une caractéristique souvent connue par les pêcheurs expérimentés. Il existerait des zones attractives où si un brochet est pêché ou bien s'en va, un autre vient prendre sa place. Nous n'avons pas relevé de différence significative entre les mâles et les femelles, même s'il semble que les mâles aient un indice de résidence légèrement moindre, ce qui pourrait suggérer qu'ils quittent un peu plus leur zone préférentielle. Grâce à toutes les caractéristiques relevées sur le terrain, nous avons pu identifier 3 types d'habitats principaux sur le tronçon d'étude. Le premier correspond plutôt à des habitats d'une profondeur moyenne importante, avec des fosses. On y note souvent des frondaisons, une largeur du lit plutôt au-dessus de la moyenne, et une absence de blocs, de dalles ou d'abris rocheux. Le deuxième est plutôt caractérisé par des substrats hétérogènes, soit fins, comme des argiles et des limons, soit grossiers, comme des pierres et des graviers, et une plus faible profondeur du lit. Enfin, le troisième type d'habitat est à l'inverse caractérisé par une grande hétérogénéité au niveau des écoulements, parfois plus importants, mais aussi des habitats. On peut y voir parfois des berges artificialisées, des blocs et des abris rocheux. De manière générale, ce type de tronçon est trouvé proche de zones particulières, par exemple dans les grands méandres ou proche des ponts. On s'est rendu compte que le troisième type d'habitat était presque systématiquement favorisé par les brochets, et rares étaient les sessions où un individu au moins n'y était pas présent. Le seul moment où ces zones semblaient moins attractives était pendant les crues. Nous avons creusé cette constatation en effectuant un indice d'Ivlev qui permettait d'évaluer de façon fine la sélectivité des brochets par rapport à chacun des critères environnementaux. On a ensuite pu classer les brochets en fonction de leurs préférences. Il apparaît alors que les brochets les plus gros, au-delà de 65 cm environ, ont une préférence pour les zones avec des blocs, des dalles ou des pierres, un écoulement plus important et des végétaux flottants, comme par exemple des nénuphars, c'est-à-dire des zones correspondant à la classe 3 dont nous avons parlé. A l'inverse, les brochets plus petits sont souvent trouvés dans les zones plus lotiques, parfois sinueuses, avec des abris végétaux, en particulier immergés, des substrats fins, des frondaisons et des fosses. Enfin, avec les pêches électriques, nous avons pu voir que les alevins, eux, préféraient au sein des frayères la présence de végétation aquatique, terrestre, immergée, ou encore surplombante, mais aussi la proximité des berges. L'Aisne a connu 3 crues pendant l'étude. 2 crues en hiver, du 24 décembre 2020 au 5 janvier 2021, puis du 15 janvier au 23 février 2021. Et la seconde est une crue de niveau décennal. Une 3e crue s'est exceptionnellement produite en été, entre le 14 et le 27 juillet 2021. Cette crue a eu lieu au moment où la végétation était très développée. Cela a freiné l'eau et l'a empêché de s'étendre comme lors d'une crue hivernale, ayant pour effet de faire monter le niveau de manière très forte. Un éventail très large de zones inondées a été exploré pendant les crues les plus importantes. On a pu retrouver des brochets dans des champs, des pâtures, des forêts et même des jardins.
il se peut que ces comportements aient eu pour but de s'abriter des plus forts courants, ou encore que les brochets aient suivi leur proie, qui elle aussi se trouvait dans ces zones inondées. Le rôle des annexes restaurées est à souligner, puisque 5 brochets s'y sont abrités en hiver et 11 brochets en été. Ces frayères ne sont ainsi pas que des zones de reproduction, mais remplissent également le rôle d'abri et d'habitat pour de nombreux individus. Il est à noter que des brochets ont souvent eu des comportements similaires entre les crues, et sont parfois revenus en été, sur des zones qu'ils avaient utilisées en hiver, même après s'en être fortement éloignés. Sur 26 brochets suivis pendant les 2 crues, 11 sont ainsi revenus sur les mêmes zones, et 9 ont eu un comportement différent. On a également pu voir que pour se déplacer lors des crues, les brochets utilisaient des zones où le courant était moins fort. Par exemple, pour aller du point A au point B, le brochet numéro 166 a longé la digue, puis a suivi la sweep, ce qui lui a évité les forts courants et les obstacles auxquels il aurait dû faire face s'il était allé perpendiculairement. Avec les enregistrements successifs sur le linéaire d'études, on peut voir que 3 comportements différents se distinguent parmi les individus pendant l'hiver. Le brochet représenté par la courbe violette est ce qu'on a appelé un sédentaire, c'est-à-dire qu'il ne change pas de comportement pendant les crues et reste dans sa zone préférentielle. Le brochet en bleu fait partie des explorateurs, c'est-à-dire qu'il quitte sa zone préférentielle pendant les crues, mais il revient par la suite. Le brochet en jaune, lui, est ce qu'on peut appeler un délaisseur, c'est-à-dire qu'il quitte sa zone pendant les crues, mais n'y revient pas tout de suite après la décrue. Ce qui est intéressant, c'est que les brochets délaisseurs sont en moyenne significativement plus grands que les sédentaires. Ceci pourrait montrer que plus le brochet grossit, plus il est capable de se déplacer dans des zones inconnues et d'y rester longtemps. Ceci pourrait être dû à un moindre nombre de prédateurs par exemple, mais dans tous les cas, cela prodigue un avantage certain lors de la recherche de zones pour se reproduire en fin d'hiver. Beaucoup de pêcheurs demandent qu'est-ce que deviennent les poissons en période de crue. Les crues sont des événements qui seront probablement amenés à devenir de plus en plus fréquentes dans le futur. Et on a des idées du comportement des brochets face à ces crues, mais leurs réactions sont variées et il semble donc important d'avoir des données locales pour pouvoir adapter notre gestion piscicole et nos actions. La considération du lit majeur comme habitat à part entière des poissons semble nécessaire pour réellement prendre en compte tous les enjeux de la circulation des espèces piscicoles, en particulier aujourd'hui, et l'on prend conscience de l'importance de la connexion des habitats et où le rétablissement de la continuité écologique est mis en avant pour leur préservation à long terme de notre biodiversité. Le brochet est une espèce exigeante par rapport à sa reproduction. À la fin de l'hiver, les adultes vont migrer, c'est-à-dire qu'ils vont parcourir parfois plusieurs kilomètres pour trouver des zones propices où déposer leurs œufs. Ils recherchent en particulier des faibles profondeurs, au maximum 1 mètre, bien exposées pour se réchauffer rapidement, et avec de la végétation pour servir de support de ponte. En particulier, les brochets affectionnent les marais, les prairies inondées ou encore les bras morts. Les œufs du brochet éclosent après une douzaine de jours, au bout desquels un alevin vésiculé en sort. Il va se développer pendant encore 10 jours environ, perdre sa vésicule et devenir nageant. Puis, au bout de quelques semaines, ayant atteint le stade de fingerling, il rejoindra la rivière. Cette particularité fait du brochet une espèce parapluie, c'est-à-dire que si l'on protège ses frayères, on protège dans le même temps des habitats propices à un cortège d'autres espèces, que ce soit des poissons, des amphibiens ou encore des insectes. On considère que la température idéale pour la ponte du brochet se situe entre 8 et 10 degrés, avec des variabilités selon les populations. Avec les températures qui ont été relevées dans les frayères restaurées de Pinicourt et de Guinicourt, nous avons pu déterminer que la période la plus probable pour la ponte a été entre le 22 février et le 29 mars 2021. Or, si l'on regarde la variation des hauteurs d'eau à cette période, on se rend compte que les alevins ont vu le niveau de l'eau baisser rapidement avant qu'ils n'atteignent les stades les moins sensibles. Dans les frayères restaurées, un certain niveau d'eau a été maintenu, mais de nombreuses annexes propices se sont retrouvées à sec, ce qui a malheureusement été probablement fatal aux juvéniles. De plus, de nombreuses zones très attractives étaient rapidement déconnectées de la rivière, ce qui entraîne que les alevins nés à ces endroits risquent de ne pas pouvoir rejoindre la rivière et de mourir. Ceci tranche avec les conditions de l'année précédente, où les crues avaient duré jusqu'à fin avril, permettant très probablement un meilleur recrutement. Ce constat met encore une fois en évidence l'intérêt de la restauration de zones de reproduction, car augmenter le nombre de géniteurs par rempoissonnement, par exemple, ne servirait pas à long terme si ceux-ci ne trouvent pas de zone pour se reproduire efficacement. On peut d'ailleurs regarder le taux d'entrée sur les 2 frayères restaurées, c'est-à-dire
le nombre de géniteurs qui y sont venus pendant la période de reproduction, après être passés devant. Ces taux sont très importants. La Frière de Guignicourt enregistre ainsi 22% d'entrées et celle de Pignicourt 40%. Cela prouve bien l'attractivité de ces zones, mais pourrait aussi révéler un manque sur le reste du linéaire. Nous avons enfin pu voir que quelques annexes, souvent en milieu privé, étaient particulièrement propices à la reproduction sur le tronçon d'études. Les propriétaires ont été contactés pour pouvoir amorcer une discussion sur la façon de maintenir ces frayères. Un seul passage du barrage de Berry-au-Bac a été enregistré lorsque celui-ci était levé. Il s'agit du brochet numéro 202, passé en surverse fin février 2021, en période de hautes eaux. En revanche, 3 passages ont été enregistrés lorsque ce barrage était abaissé. Le brochet numéro 210 a fait l'aller-retour en février 2021. Le brochet numéro 96 a dévalé vers le bief aval à la même période. Et le brochet numéro 202 est remonté vers le tronçon d'études en juillet 2021. Aucun franchissement n'a de plus été enregistré au niveau du barrage d'Evernicourt, et ce, malgré l'arrivée de certains individus à son niveau. Ces observations semblent aller dans le sens d'une infranchissabilité du barrage levé pour les brochets. Plusieurs individus sont en revanche passés, dans les deux sens, par le tunnel sous l'écluse de Condé-sur-Suippe, à différentes périodes de l'année. De la même façon, un individu de 82 cm a effectué un aller-retour sous le canal au niveau de Neuchâtel. Ceci est remarquable, car l'allée a été effectué au pic de la deuxième crue hivernale, aux alentours du 9 février. Or, le débit y était alors particulièrement fort. Les brochets ont donc montré des velléités à migrer, parfois loin, mais il semble bien que ces mouvements soient entravés par la présence de 2 barrages sur l'Aisne. Cette rivière est pourtant aujourd'hui décloisonnée pour les poissons, jusqu'à Villeneuve-Saint-Germain. Et si ce seuil est aménagé à l'avenir, ceux de Berry-au-Bac et d'Evernicourt deviendront alors les premiers obstacles depuis l'océan. Il semble donc important de commencer à envisager l'aménagement de ces seuils. Deux des plus petits brochets marqués ont été prédatés lors de l'étude. Le premier, le numéro 64, qui est un mâle de 45 cm, a été détecté plusieurs fois en même temps qu'un silure pendant les crues. Il s'est ensuite avéré que le silure avait en réalité avalé le brochet, ce qui expliquait, en fait, les détections communes. Nous avons ensuite retrouvé son émetteur. Un deuxième brochet, une femelle de 50 cm, s'est retrouvée piégée dans un champ à la décrue. Elle a ensuite vraisemblablement été attrapée par l'une des aigrettes qui se trouvait là. Son émetteur a aussi pu être récupéré sous un perchoir. Il semble donc que les crues résultent en une mortalité naturelle, en particulier pour les plus petits brochets. Celle-ci ne semble pas extrêmement élevée, puisque la mortalité annuelle de cette espèce tourne normalement autour de 28%. Et on peut supposer que les brochets de laine sauvage restent bien adaptés à ces conditions particulières. Des individus ont également été pêchés puis relâchés, et leur capture a été signalée à la fédération par les pêcheurs. Le record est ainsi tenu par le brochet numéro 74, qui a été pêché 3 fois en 13 mois. Nous n'avons pas constaté de mortalité ou de changement de comportement après ces captures. De plus, le no-kill semble pratiqué par un bon nombre de pêcheurs interrogés, ce qui pourrait être une bonne chose pour le maintien de la population, car le brochet est une espèce sensible à la surpêche. Cependant, il faudrait rassembler plus d'informations pour réellement conclure sur l'impact de la pêche du brochet, et il s'agit peut-être là d'une étude à mener dans l'avenir. Je viens pêcher à Berry-au-Bac parce que c'est un endroit qui me plaît beaucoup, pas très éloigné de la ville. Et j'apprécie beaucoup la démarche qu'ils font par rapport au milieu piscicole, ce qui va nous permettre d'avoir une surveillance du brochet et d'avoir de beaux spécimens d'ici quelques années, je pense, d'avoir un plaisir au moins de venir à la pêche. Et l'an prochain, je prendrai ma carte sur ces sociétés.
très heureux d'avoir assisté à cette remarquable expérience et étude sur le brochet dans l'Aisne. Je trouvais que c'était passionnant, ce passage en barque. Je connais plus la Suippe et l'Aisne un peu moins, et je ne savais pas qu'il y avait autant de poissons dans l'Aisne, autant de brochets. Je pense qu'il y a une vraie nécessité pour vous, Fédération départementale des pêcheurs, mais aussi Fédération nationale des pêcheurs, à un moment donné, d'expliquer que vous êtes aussi des acteurs et des utilisateurs de la nature. Parce que cette étude peut aussi à un moment donné montrer que dans l'Aisne, mais aussi dans d'autres rivières, que les pêcheurs font beaucoup pour la biodiversité, pour le respect des milieux halieutiques, et de se dire qu'à un moment donné, les pêcheurs contribuent par des expériences et des études scientifiques à démontrer la haute valeur ajoutée qu'ils peuvent avoir sur la rivière, et notamment ici dans l'Aisne.